Bonjour chers auditeurs de Radio Courtoisie, bienvenue au Libre Journal de la Réaction, le premier de l'ère macronienne. Et nous allons tout de suite commencer à parler d'un phare de la pensée française qui est Michel Onfray, qui d'une manière générale nous illumine donc depuis plusieurs décennies en maniant le glaive contre les obscurantismes et en faisant en sorte que la raison triomphe encore et partout, toujours, à quelques moments que ce soit et dans quelques domaines que ce soit, Onfray est là. Pour en parler, je réunis autour de moi, car évidemment cette émission n'a qu'un but, c'est de satisfaire mon ego souffreteux. Je réunis autour de moi Gersande Bessette, bonjour Gersande, qui nous accompagne ce soir encore. Pierre Cormary, bonjour Pierre. Bonjour Philippe, comment allez-vous ? À merveille, et vous-même ? Très bien. Qui a la gentillesse de revenir. Donc je m'excuse encore une fois très officiellement de la manière dont je l'ai accablé l'autre jour sur Scorchez, qui est le seul sujet dont nous ne parlerons plus jamais en sa présence. D'autant que le film a un grand succès. Voilà, non, le film est une panne absolue, mais nous n'y reviendrons pas. Voilà. Et j'accueille aussi Rémi Lélian. Bonjour Rémi. Bonjour. Vous êtes l'auteur d'un petit pamphlet, petit par la taille, mais grand par la science qui y est, et surtout le style acéré et la manière dont vous réussissez à mettre la pointe là où ça fait mal, sur Michel Onfray, La raison du vide, où vous attaquez Onfray. Et j'accueille aussi Jean-Marie Salamito, qui publie lui-même un ouvrage, Monsieur Onfray au pays des mythes, réponse sur Jésus le christianisme aux éditions Salvator, qui va paraître d'ici la fin du mois. Tout à fait. Et qui lui aussi est une réponse à Michel Onfray. Et donc la première question que j'ai envie de vous poser, à l'un ou à l'autre, je le ferai juste après avoir cité un petit extrait d'une conférence de Michel Onfray sur Freud, où le personnage révèle toute sa gentillesse, toute sa bonhomie, et d'une manière générale révèle véritablement sa méthode. Donc Onfray parle à des gens de Freud. Il est interviewé par Franz-Olivier Gisbert, donc on sent déjà une espèce d'académie de l'esprit, et il parle du fait qu'il ne méprise pas les gens. Si on ne méprise pas son public, et je pense que c'est mon cas, parce que je suis fils d'ouvrier agricole et de femme de ménage, et moi, ce qui m'intéresse, c'est les gens, j'aime les gens, je n'ai pas envie d'être apprécié par les agrégés de philosophie ou les docteurs en philosophie, vous nous excuserez Jean-Marie. Je suis très heureux quand quelqu'un me dit « Je suis venu en avion tout à l'heure, par exemple, et une hôtesse de l'air est venue me dire des choses très gentilles, en me disant qu'elle écoutait mes cours en voiture. Elle était jolie en plus. En fait, non, même pas. » Mais bon, pour moi, ça, c'est le vrai bonheur. Donc voilà, Michel Onfray, la fabrique de Michel Onfray, c'est sa capacité à expliquer qu'il parle au peuple tout en méprisant le peuple. C'est sa capacité à être hédoniste tout en moquant la laideur des autres. C'est sa capacité à fabriquer un mensonge en direct et à le dénoncer en même temps qu'il l'a fabriqué, et à être à chaque fois intouchable et à considérer qu'il peut dire en fait rigoureusement n'importe quoi. N'importe quoi, comme le démontre Jean-Marie Salamito dans son livre, en étant incapable de donner des références précises, en étant incapable de donner des sources précises, ou en étant parfaitement capable de citer de très mauvaises sources, ou n'importe quoi, comme vous le prouvez, Rémi Lélian, d'une manière générale, épousant ce que l'époque a de pire dans le vide de la pensée et l'inanité culturelle. Est-ce que vous avez une manière de résumer ce que vous pensez de Michel Onfray? J'entends bien que votre livre déjà le dit en quelques courtes et brèves pages, mais néanmoins dense, en 129 pages. Est-ce que vous pourriez résumer encore plus votre pensée et nous expliquer en quoi est-ce que Onfray est la raison du vide? Il y a une obsession en philosophie qui traverse la philosophie probablement depuis la fin du 18e, peut-être même avant, mais surtout depuis la fin du 18e, et qui a traversé le 19e et qui malheureusement s'est illustré de manière particulièrement violente avec les totalitarismes au 20e siècle, qui est le nihilisme. C'est-à-dire, en gros, nos civilisations, notre époque est travaillée par cette espèce d'étrange phénomène qui est le nihilisme, donc le rien. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, on a des manifestations du nihilisme via des idéologies politiques mortifères comme le nazisme. Mais le nihilisme est quelque chose qui est à la fois macrocosmique et aussi microcosmique, intime. Avec Onfray, on a une manifestation du rien. C'est-à-dire que peut-être de la plus juste définition de ce qu'est la pensée quand elle ne travaille
plus à penser, mais juste à être... je le dis dans mon livre, une espèce d'intercalation entre le vide et le rien, c'est-à-dire que un pur néant. Et j'ai pas en tête d'autres penseurs, y compris médiatiques, y compris à la mode, qui soient à ce point néant. Donc du coup, ça me paraissait intéressant de prendre dans une société travaillée par le nihilisme un exemple de penseurs du vide. Alors, cette pensée du vide, elle s'exprime de plusieurs manières, et notamment à un moment donné, vous dites que Onfray, si j'ose dire, construit son vide. Par exemple, c'est page 77, la gauche idéologique et irresponsable à laquelle appartient Onfray peut à bon droit se moquer du passé, puisque son passé à elle n'a jamais eu lieu, prétend-elle, celui-ci n'étant que l'endroit d'une domination qu'elle entend refuser aujourd'hui. Et en plus, donc en cela, on ferait de gauche. Mais il surmonte la gauche dans le sens où le futur, il n'en veut pas non plus emporter la responsabilité, où il désire jouir du luxe d'avoir raison et tort en même temps, sans accepter que quiconque lui reproche cela, ni ne l'oblige à admettre une ligne dont on puisse lui porter crédit. Donc c'est admirable la manière dont Onfray invente une espèce de lieu inexistant, où il est ni en haut ni en bas, ni à droite ni à gauche, où il a toujours raison, parce que de toute façon, il se situe toujours ailleurs. Donc véritablement dans un espace totalement blanc. On est dans l'espace au sens vulgaire du terme, de la sophistique. C'est-à-dire que le principe de la rhétorique, quand elle est sophistique, dans le sens que Platon donne à ce terme, c'est-à-dire un sens péjoratif, le but, c'est comment gagner en donnant l'illusion d'avoir dit quelque chose, d'avoir gagné selon les règles. Donc il y a un moyen très simple, c'est de ne respecter aucune règle. Et pour ne respecter aucune règle, on a le choix entre tricher, ce qui peut se voir, ou décider d'inventer des règles au fur et à mesure qu'on est en train de parler. C'est-à-dire qu'Onfray fait une chose très simple, c'est-à-dire qu'il décrète des règles, il oblige son interlocuteur à respecter ces règles, et quand lui répond, il décide de ne plus respecter aucune de ces règles. Et il renvoie constamment l'interlocuteur à son honnêteté. C'est-à-dire que l'interlocuteur, lui, essaye de se débattre tant bien que mal dans les codes et les règles préétablis, alors qu'Onfray n'en respecte aucun. Donc, du coup, ça lui donne une force phénoménale, et il peut effectivement à la fois dire « le passé, ça n'est pas moi », mais le futur, ce sera vous, tout en se présentant comme une alternative. À partir de ce moment-là, si on a quelqu'un avec qui on discute, qui vous dit qu'il ne veut porter la responsabilité de rien, et que vous porterez la responsabilité de tout, on n'a pas 36 000 solutions. Soit on refuse la discussion, ce qu'en général il faut faire, soit on essaye tant bien que mal de discuter et à la fin on a perdu. Alors, j'espère, Jean-Marie Salamito, que vous ne perdrez pas, puisque vous avez décidé d'entamer un dialogue avec Michel Onfray, ou en tout cas, vous en appelez à la fin de votre livre à un dialogue avec lui, et vous dites quelque chose qui est très précis, puisque vous êtes un spécialiste de l'Antiquité chrétienne, donc des premiers siècles. Vous avez publié d'ailleurs très récemment un tome dans la collection de la Pléiade sur les premiers écrits chrétiens, et ce qui vous a étonné, c'est la manière dont Onfray parle du Christ en disant qu'il n'existe pas et en mobilisant une érudition de deuxième voire troisième ordre déjà obsolète et surtout en faisant en sorte de refuser de comprendre. Vous dites, et la formule est frappante parce qu'elle, évidemment, elle rejoint ce que vient de dire Rémi Lélian, c'est son propre refus de comprendre qu'il a érigé en théorie de l'inexistence. C'est-à-dire, c'est parce qu'il n'a pas voulu comprendre le Christ qu'il en arrive à dire que le Christ n'existe pas en ajoutant une série de contre-vérités, de fausses interprétations ou même, une fois de plus, d'un véritable faux savoir, puisqu'il réussit à inventer des noms qui n'existent pas et à attribuer des théories à des gens qui ne les ont pas tenues. Et vous dites aussi à un autre moment que la manière dont Onfray a d'asseoir son faux savoir, c'est une rhétorique assez puissante qui consiste à accumuler des épithètes défavorables, comme si cette accumulation avait source de preuves. Rémi Lélian, dans son livre, souligne à quel point le philosophe Onfray, enfin le pseudo-philosophe Onfray, emploie très très souvent la formule « je crois ». Je crois que, je pense que, autrement dit, il ne prouve rien, il n'affirme rien, et il n'étaye rien. Il se contente de dire, comme si l'abondance des mots, je vous cite Jean-Marie Salamito, soutenue par la fermeté du ton, acquérait une force incantatoire plus efficace qu'une argumentation rationnelle.
Oui, il y a une accumulation verbale qui a une très grande force. En fait, il y a quelque chose de fluvial dans cette prose, me semble-t-il, dans Décadence. Beaucoup d'accumulations verbales qui sont souvent faites de termes difficiles. Donc, par exemple, de dénominations de courants théologiques, de noms d'auteurs que très peu de gens connaissent. Et de la sorte, le lecteur est en quelque sorte submergé et il ne peut éviter d'être submergé, au fond, qu'en ricanant avec l'auteur, c'est-à-dire en considérant les noms comme la preuve de réalités ridicules. Ce qui me paraît extrêmement grave dans ce sens, il s'agit surtout des pères de l'Église et de la théologie antique qui sont visés de cette façon. Ce qui me paraît très très grave, c'est que c'est une manière de cultiver l'obscurantisme tout en prétendant propager la raison aux dépens des traditions religieuses. C'est-à-dire que ce qui est dit au lecteur, c'est de toute façon, ça ne vaut pas la peine de comprendre. De toute façon, c'est idiot. Ou encore une logique qui est mon interlocuteur parle une langue que moi je ne connais pas, donc mon interlocuteur est un imbécile. Tous ces noms sont compliqués et d'ailleurs personne n'a intérêt à les connaître. Alors s'agissant de Jésus, c'est très très particulier parce que la démarche consiste sur le plan de la bibliographie indispensable à chaque fois qu'on prétend faire une recherche historique. Sur le plan de la bibliographie, ça consiste à citer uniquement des ouvrages qui sont anciens et parfaitement anti-chrétiens, bourrés à craquer de préjugés, y compris une brochure de propagande soviétique écrite par un universitaire qui a essentiellement fait carrière sous Staline. Et pour ce qui est des sources, ça consiste à prendre les apocryphes, ça consiste à prendre des sources qui sont saturées de légendes, au lieu de regarder les évangiles canoniques avec un peu d'attention. Et du coup, comme on a trouvé des tas de légendes, on dit, évidemment, le personnage est légendaire. Il y a aussi l'astuce qui consiste à prendre l'art chrétien, à énumérer des thèmes iconographiques de l'art chrétien, différents épisodes de la vie de Jésus peints au cours des siècles par des artistes, et à dire, regardez, ces artistes nous montrent des choses invraisemblables, donc ce Jésus qui est censé être à la source de tout est faux. Autrement dit, c'est une manière de prendre des choses qui sont sans rapport avec la réalité pour dire, effectivement, il n'y a pas de réalité. Vous le dites à un moment donné, nous allons voir que Michel Onfray s'attaque à des moulins qu'il a lui-même bâtis et renverse des décors de théâtre qu'il a lui-même peints. Pierre Cormarie, vous qui avez la chance d'être un anti-Onfray historique, puisque donc vous allez nous dire de quand date votre premier texte anti-Onfray. C'était il y a quelques années sur mon blog, mais il y a plusieurs choses sur Onfray, et en fait je pense qu'on n'arrive pas à s'en dépaître parce qu'il pose un vrai problème. À mon avis, il y a un cas Onfray, comme Nietzsche disait, il y a un cas Wagner, c'est-à-dire un cas au sens où c'est quelque chose, en l'occurrence c'est quelqu'un qui nous fascine et qui nous dégoûte, qui nous donne envie d'adhérer, sur plusieurs raisons, et en même temps auquel on refuse d'adhérer parce qu'en effet, on s'en rend compte tout de suite, c'est quelqu'un qui a une philosophie absolument nulle, indigente, et qui dit tout et le contraire. Donc il y a quelque chose qu'on ne peut pas, qu'on voudrait évidemment rejeter, mais dont souvent on finit par se servir. En fait, il y a chez Onfray quelque chose qui est vraiment très fascinant, c'est que c'est un simulacre, c'est un sorcier, d'ailleurs, comme vous dites, Rémi Lélian, donc qui utilise vraiment toutes les illusions pour faire croire à tout le monde que tout le monde a raison. Il y a un côté politiquement correct pour tous, en fait. Et c'est ça qui est intéressant et qui dépasse, c'est-à-dire qui dépasse la pensée. Mais justement, il n'y a pas de pensée Onfray. En revanche, il y a des opinions. Et on peut dire à la lettre que c'est une non-pensée qui sert parfois à certaines de nos opinions. Une non-philosophie qui, malgré tout, étaye nos idéologies. Une pensée de catalogue, comme dit encore Lélian, qui va nourrir certains de nos monologues. Ce que je veux dire par là, c'est que on a tous été à un moment donné, et notamment sur les réseaux sociaux, et c'est pas parce que je sévis sur les réseaux sociaux que j'en parle, mais c'est vrai que tout le monde dit en gros que c'est un peu comme la fameuse pub infâme d'il y a quelques années, je n'aime pas la musique classique, mais ça j'aime. Combien de fois ai-je entendu ou lu sous la plume ou le clavier de gens qui détestaient Onfray, qui le vomissaient à juste titre, tout en disant ah non mais là quand même il a raison. Par exemple sur les LGBT, parce que Onfray
Onfray est contre la philosophie queer, il a raison. Et donc, on diffuse le lien. Sans faire aucune polémique, récemment, il a fait une vidéo sur Emmanuel Macron, parce qu'il est contre Emmanuel Macron, et donc tout le monde a diffusé ce lien. Et c'est là où il y a quelques-uns autour de cette table. Non, mais même sur le plan plus grand. À ne pas l'avoir fait. Non, mais bien entendu. Mais moi non plus, d'ailleurs. Ah bon, très bien, vous nous rassurez. Non, mais même sur un plan plus grand, même sur le plan de la pensée, il y a des tas de gens qui sont anti-freudiens, qui sont par exemple anti-sadiens, et qui à ce moment-là trouvent chez Onfray de quoi nourrir leurs objections anti-freudiennes et anti-sadiennes. Et c'est là où il y a quelque chose qui est effectivement diabolique, c'est-à-dire que on conspue, on nullifie sa philosophie, et souvent pour finalement se servir de ses opinions qui sont parfois un peu les nôtres. Et donc il y a quelque chose de effectivement, oui, de profondément sophistique au pire sens du terme. C'est un ouroboros médiatique, Onfray. Il est partout. On ne peut pas. Ouroboros médiatique. Si avec ça, on n'avons pas réussi à éclairer totalement les auditeurs de Radio Courtoisie. Un serpent qui se mord la queue, mais un serpent effectivement qui fait croire qui donne à chacun effectivement son venin. Et le mot le plus important, plus que la raison du vide, enfin c'est ce que Rémi Lélian d'ailleurs insiste beaucoup. D'ailleurs vous l'avez tout à l'heure cité, c'est qu'en fait il est dans la circularité. Le vide est circulaire. C'est pas simplement un vide qui ne bouge pas, qui ne ferait de mal à personne. C'est un vide en mouvement. C'est un vide circulaire et qui fait que Onfray joue sur tous les tableaux. Il joue sur le tableau du bon sens, mais aussi de l'érudition, du cynisme et aussi du populisme. Le peuple, il n'a que ce mot-là à la bouche, comme d'ailleurs tout le monde. Et là, je cite une phrase que j'aime beaucoup de Lélian dans La raison du vide, c'est pas 55, c'est que il répond qu'a fait du commerce quand on lui parle philosophie, et il répond philosophie quand on lui parle qu'a fait du commerce. Et il est complètement comme ça, Onfray. C'est-à-dire que il joue en effet sur le fait de caresser le sens de poil de tout le monde, ce qui en fait, alors non seulement, enfin le contraire d'un philosophe, parce qu'un philosophe c'est quelqu'un qui questionne, qui angoisse, qui même désespère un peu. Onfray apporte de l'eau à tous les moulins, et c'est en ce sens qu'il est un gourou, et c'est en ce sens que la meilleure chose qui lui soit arrivé à mon avis et qui était sans doute la plus grande critique que nous ici on ne pourra pas faire, c'est qu'il y a quelques années il a été récupéré par Raël, le fameux le chef d'une secte qui considérait que finalement la philosophie de Michel Onfray c'était tout à fait la sienne, et qu'avec lui on allait s'envoler dans une soucoupe volante, vivre 2000 ans d'hédonisme. Et ben voilà, Onfray c'est un raélien, c'est quelque chose qui lui colle à la peau. Et je crois que c'est assez vrai, voilà. Bon, parfait. Excusez-moi. Voilà, donc Onfray est un ouroboros raélien, donc ça permettra de ramasser un peu le débat pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui débarquent en cours de route. Vous pouvez réagir sur le mot ouroboros, sur Raël ou même sur Onfray, si vraiment vous tenez à vous intéresser au sujet de la discussion, en appelant au 01 46 51 00 85 ou en nous envoyant un courriel à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Ce côté fascinant, ce côté mage, comme vous dites, Rémi Lélian, c'est ce que vous appelez, vous, le côté incantatoire. On sent qu'il y a une espèce de magie, mais dans ce que dit Pierre Cormarie, on voit aussi qu'il y a une limite. C'est-à-dire, pour qui ne connaît pas ce dont parle Onfray paraît érudit. Mais pour qui connaît le sujet qu'aborde Onfray paraît juste être ignare. Dire, pour qui a envie d'avoir un argument bien torché, Onfray paraît aimable, mais pour qui a envie d'avoir un argument bien construit, Onfray, au contraire, paraît être totalement déconstructeur. Vous qui vous êtes acharné, et une fois plus, nous remercions votre sainteté de s'être infligé ce calvaire qu'aucun de nous autour de la table n'a réussi à vouloir s'imposer. Vous qui avez lu Décadence, et au regard de votre spécialité qui est l'Antiquité chrétienne, il n'y a rien qui prouve que Onfray comprenne les textes qu'il lit et sache de quoi il parle. Ça dépend des moments, mais disons que, en gros, sur le plan factuel, je pense que concernant ma petite spécialité, c'est-à-dire les 5-6 premiers siècles du christianisme... Oui, effectivement, c'est bénin. C'est juste 5 ou 6 siècles de christianisme. Qui ont quand même le mérite d'être l'origine, d'être les fondations, donc ça c'est pas mal. Et sur ces siècles-là, je crois pouvoir dire, sans être particulièrement méchant, que à peu près 90% des affirmations sont fausses.
C'est-à-dire que la plupart des choses, factuellement, sont fausses. Énormément d'affirmations correspondent soit à une information insuffisante, soit à des généralisations qui sont assez violentes, pour le dire, disons, avec modération, autant que je le puis. Et est-ce que, malgré tout, Rémi Lélian, par rapport à ces affirmations fausses et à ces généralisations violentes, est-ce que vous comprenez la manière dont Pierre Cormery nous explique que Onfray a néanmoins une espèce de qualité aimable parce que les gens, vraisemblablement, ont l'impression de comprendre avec lui des sujets compliqués? Alors, deux choses. C'est-à-dire que les gens avec Onfray ne comprennent pas des sujets compliqués, vu que il raconte à peu près n'importe quoi. Moi, j'ai certainement pas les connaissances de Jean-Marie Salamito, mais j'ai fait des études de philosophie, et ce qui m'a frappé quand j'ai commencé à lire Onfray, c'est que voilà, j'ai quelques domaines de moindre incompétence. C'est-à-dire que j'ai un peu travaillé sur Platon. Si vous pouviez tous les deux arrêter de faire assaut de modestie, parce que du coup, j'ai l'impression d'être terriblement orgueilleux à vous écouter. Dur. Et ce qui m'a frappé quand j'étais étudiant et que j'avais ouvert un bouquin d'Onfray, c'est que à chaque fois qu'il parlait d'un sujet en philosophie que je maîtrisais, mais que je maîtrisais à un niveau, allez, on va dire licence, quoi, pas doctorat, pas spécialiste, mais voilà, j'avais lu. C'était du n'importe quoi. En revanche, sur les sujets que je ne maîtrisais pas, oui, ça avait l'air relativement intéressant. Donc, est-ce qu'il permet aux gens de comprendre? Non, parce que s'ils ont l'impression d'avoir compris et qu'ils n'ont rien appris, voire qu'ils ont fait des contresens, c'est pas comprendre, c'est pas apprendre. Sur ce que dit Pierre Cormery sur le fait qu'il nous séduise, je pense que là, on touche quelque chose qui a à voir véritablement avec ce qu'est l'essence de la pensée. La pensée, c'est pas forcément quelque chose d'agréable. C'est pas forcément quelque chose qui nous flatte. Quand on fait de la philosophie et quand on fait des études de philosophie, si on a... Baudelaire disait l'intelligence d'un homme, c'est sa sensibilité. Peut-être que la chose qui doit le plus toucher notre sensibilité, c'est l'affirmation socratique, ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Plus j'ai appris en philosophie, plus j'ai su des choses, plus je me suis trouvé avec devant moi un abîme. C'est-à-dire, j'en sais moins peut-être que ce que je savais quand j'ai commencé mes études de philosophie. Et Onfray nous flatte dans le sens inverse. Il vous dit, la philosophie ne va pas vous enseigner le doute, ne va pas vous enseigner votre ignorance, elle va vous permettre de vivre et de savoir. Or, est-ce qu'on peut vivre si on ne doute pas? Est-ce qu'on peut vivre si on pense qu'on sait? Et est-ce qu'on peut vivre si on n'est pas ignorant? Personnellement, je pense que c'est l'exact inverse de la vie. Donc, effectivement, Onfray nous séduit. Nous avons tous en nous une part d'Onfray, mais cette part-là... Si, je suis très d'accord avec Pierre quand on se retrouve à se dire, tiens, là-dessus, il a raison. Ça fait du bien de l'entendre. Et souvent, si vous faites l'effort, vous regardez que même ce qu'il a dit, quand vous commencez à y réfléchir, en fait, vous n'êtes pas d'accord parce qu'il raconte n'importe quoi. Et que, ok, ça va à peu près dans votre sens. Personnellement, voilà, je suis un peu désolé par l'élection de Macron, mais son discours sur l'élection de Macron, c'est n'importe quoi. Du début à la fin, il raconte n'importe quoi. Et ça, ce mouvement qu'on a en nous, je pense que c'est un mouvement qu'il faut corriger. C'est-à-dire que la philosophie sert à ça, sert à essayer péniblement, enfin, il n'y a pas que la philosophie d'ailleurs, mais à nous corriger du refus du doute, de la volonté de savoir, pour être persuadé de savoir quelque chose. C'est-à-dire que si on se débarrasse de ça, bah effectivement, on n'a plus besoin de philosophie, on est bon pour Onfray, c'est-à-dire et on est bon pour être... j'allais dire un chat, mais ma femme va me hurler dessus si je compare les chats à... Qui sont des êtres nobles. C'est ça. Contrairement à Onfray, qui est un être vil. Totalement. Je pense que même quand on parle de... on peut toujours comparer, on peut toujours animaliser Onfray, mais je pense que les animaux ont beaucoup plus de sens métaphysique que Onfray. Onfray, c'est pas un animal. Si c'était un animal, ce serait merveilleux. Il y a des philosophes qui ont écrit sur les animaux. Deleuze a écrit sur les animaux. L'animal est aux aguets. L'animal a un monde. L'animal... Non, Onfray, c'est un robot. C'est un androïde. C'est quelqu'un...
D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a toujours raison. C'est comme on appuie sur un bouton, puis il commence à parler, et puis ensuite il va dire le contraire. Et puis comme Kaiser Sosse, parce que vous disiez tout à l'heure, Rémi Lélian, que il invente des arguments au fur et à mesure. Mais ça, c'est le diable de Kaiser Sosse dans Usual Suspects. Il invente. Alors, il est très doué pour ça. Et comme à un moment donné, en plus, il fait du chantage avec ses livres. Hein. Ça aussi, on en parlait tout à l'heure. Il fait du chantage avec ses livres. C'est-à-dire que le grand argument d'Onfray, c'est vous n'avez pas lu mes livres. Vous n'avez pas lu mes livres. Alors évidemment, on se sent toujours un peu, surtout si on essaye d'être honnête, on se sent toujours un peu morveux de ne pas avoir lu les livres d'Onfray. Mais il suffit d'en lire un ou deux pour se rendre compte que les livres sont les extensions de ses interviews et qu'au fond, ces livres n'apportent pas grand-chose. Alors moi, j'ai pas lu Décadence, j'ai pas eu le courage et je salue vraiment Mais il y a quelque chose que par rapport à ce qu'il apporte, parce que tout à l'heure, vous parliez, Rémi, de sa sagesse, en tout cas de la volonté qu'il veut que sa sagesse soit macroscopique ou microscopique, ou même sa volonté cosmique. En fait, je pense que la sagesse d'Onfray, elle n'est pas cosmique, elle est cosmétique. Elle est cosmétique. C'est le cosmétique de la philosophie. C'est-à-dire qu'effectivement, on se met de la pommade là où ça fait du bien, et ensuite, au lieu justement de se questionner, de se poser parce que même sur le fait du matérialisme, on peut être matérialiste, on peut être athée après tout. Il y a de grands philosophes matérialistes. Moi, par exemple, je suis un disciple de Clément Rosset, qui a été un de mes maîtres à Nice, qui est un lucrétien, un épicurien, et on a tout à fait le droit d'être de cette philosophie. Mais quand Onfray parle de ça, il abolit, il liquide tout ce qu'il y a toujours de tragique, de négatif dans la vision tragique. On va peut-être en parler tout à l'heure. C'est quelque chose qui est pour lui ce qu'il comment dire, il en parle au rabais. Il y a une façon comme disait Philippe Muret, de liquider tout le tragique de la pensée occidentale, qu'elle soit chrétienne ou antique. Et je crois que c'est ça qui peut parler en effet au public. Onfray, je pense, à déshonorer la philosophie antique, à déshonorer le matérialisme, parce que il en fait une cosmétique, il en fait une propagande, il en fait quelque chose où au contraire l'abîme et l'être ne sont plus. C'est une philosophie de consommateur. J'aurais envie de faire un parallèle avec ce que disait Rémi Lélian il y a quelques instants. À propos du doute, ça m'a énormément frappé. Je dirais que moi j'ai ressenti la même chose en tant qu'historien. C'est-à-dire que ce qui manque dans le récit historique, la fresque historique, puisque c'est de fresque qu'il parle, ce qui manque chez Michel Onfray dans sa fresque, c'est deux choses. C'est la nuance et le doute. C'est-à-dire que tout ce qui est affirmé est toujours absolument certain. Et dès que s'accumulent les noms propres, les problèmes, les dates, par exemple l'énumération des pères de l'Église, eh bien, l'énumération devient ridicule, c'est que ce n'est pas intéressant. Autrement dit, on donne cette satisfaction assez dangereuse au lecteur qui ne serait pas un peu prévenu, soit de penser qu'il reçoit en lisant quelques connaissance absolument certaine et qui n'a pas besoin d'aller tellement plus loin, et que sur certains points qui paraissent plus compliqués, de toute façon, il n'y a rien à savoir. Donc là encore, je trouve que, mais c'est un point de vue d'historien, ça n'a pas évidemment les vertus spéculatives du point de vue de philosophe, mais en tant qu'historien, ce qui me gêne, c'est que c'est un peu une manière de décourager la connaissance. Et je suis très frappé par le paradoxe qui consiste à dire, je vais déconstruire les traditions religieuses, je vais déconstruire les croyances, et de faire cette déconstruction par le biais d'une sorte d'appel à l'ignorance. Enfin, une forme de dogmatisme sur certains points et d'appel à l'ignorance sur quelques autres. Je vais me permettre de vous citer un peu longuement Jean-Marie Salamito, que j'ai le plaisir de recevoir dans le Libre Journal de la Réaction sur Radio Courtoisie, puisque vous venez d'écrire Monsieur Onfray au pays des mythes, qui va paraître incessamment aux éditions Salvator, et après je rebondirai sur une phrase de Rémi Lélian. Pour reparler de cette accumulation d'ignorance, vous dites que Onfray nomme Miltiade le sophiste, dont nous apprenons l'existence, nous qui ne sommes pas familiers des 5 premiers siècles, un auteur du 2e siècle qui n'a pas pu lire puisque ses œuvres n'ont pas été conservées. Donc c'est formidable. Donc il réussit dans ses accumulations érudites à suggérer l'idée d'un savoir qui en fait est un simulacre. C'est une espèce de génie baroque. On a droit à la carapace, on a droit à la tenture peinte, et qui en fait n'est absolument pas le château magnifique, qui est juste justement une tenture derrière laquelle poussière et rats. D'après l'historien Eusèbe de Césarée, né au début des années 260, mort en 339 ou 340, cet apologiste, donc Miltiade le sophiste, aurait composé un ouvrage en 2 livres intitulé en grec Pros Iudaeus,
Rien ne dit que cet écrit ait été antisémite ni même anti-juif, puisque ce titre peut se traduire aux juifs ou contre les juifs. Nous ne savons rien de l'agressivité ou de la sérénité de cette œuvre. Il en va de même pour Apollinaire d'Hierapolis, que nous connaissons tous ici, cité juste après, page 92. Lui aussi nous est connu grâce à Eusèbe. Lui aussi écrivit 2 livres Pros Iudaeus, également perdus. Comment spéculer sur ce vide ? Et justement, le talent d'Onfray, c'est de nous croire qu'il y a un savoir qui en fait est un creux et de spéculer sur ce vide. Il y a à un moment donné, vous définissez, Rémi Lélian, dans votre livre, la méthode Onfray. La thèse d'Onfray repose sur un point qu'il ne fonde pas autrement que dans l'amalgame et l'imprécision, mais qu'il défend puissamment et avec efficacité. Est-ce que c'est véritablement la méthode Onfray ? Il affirme beaucoup, et après, là, on est vraiment dans les techniques de communication, c'est-à-dire qu'il a une présence. C'est-à-dire que quand vous le voyez sur un plateau de télé, quand vous le voyez s'adresser à quelqu'un, déjà, il a l'air honnête. Il a l'air satisfait de lui-même, surtout, personnellement. Oui, c'est vrai qu'il a l'air... Ce qui est un travers qui n'est absolument pas le nôtre autour de la table. Il a l'air très satisfait de lui-même, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il ne rigole jamais. Il rigole pas, c'est-à-dire qu'il est là et on a vraiment l'impression, ce type est sur les plateaux de télé, devant sa caméra, parce que maintenant il a une web TV, à peu près 2 à 3 fois par semaine, et on a toujours l'impression qu'il est là parce qu'on l'y a poussé. C'est-à-dire qu'on lui a dit, voilà, ce serait vraiment bien si tu venais. Et il a dit, bon, ok, je le viens, mais c'est la dernière fois. Il a la tête du pénible devoir du constipé. Là, et c'est vraiment, je le fais parce qu'il faut bien que quelqu'un le fasse, et après tout, etc., etc. Et du coup, quand vous avez quelqu'un qui a cette attitude-là, enfin, je suis professeur, on sait que en tant qu'enseignant, ce qui compte à l'heure actuelle, c'est pas la discipline qu'on enseigne. On leur raconte n'importe quoi aux élèves. C'est d'avoir l'air d'enseigner quelque chose. C'est ça, 90% du travail. Après, si dans les 10% vous arrivez vraiment à leur enseigner quelque chose, ça c'est miracle. Onfray, il a enseigné pendant très longtemps, il a parfaitement intégré ça. Il a l'air de quelqu'un de sérieux. À partir du moment où il a l'air de quelqu'un de sérieux, il a 2-3 éléments rhétoriques. Effectivement, on l'a dit, c'est-à-dire, est-ce que vous avez lu mes livres ? D'affirmer très fort, je n'ai jamais dit ça, j'ai même dit l'inverse. Ce qui est souvent vrai en plus. Mais en plus, ce qui est vrai, c'est qu'il a dit ça et l'inverse. Et il a dit l'inverse. Et il l'a dit avec la même force. Donc du coup, tout le monde est déstabilisé en face. Et enfin, il y a un moment donné où, dans sa logorée, vous allez trouver quelque chose qui vous plaît. Donc, vous êtes... qui est presque un soulagement, en fait. On est rassuré, parce qu'on écoute quelqu'un, on se dit, mon Dieu, c'est n'importe quoi, et brusquement, il y a une phrase qui paraît être une espèce de fétu auquel on peut s'accrocher. Et là, brusquement, il y a une espèce de soulagement intense. Onfray a dit un truc qui est à peu près potable, et donc du coup, je me rassure, je ne viens pas perdre 20 minutes à écouter un type en train de délirer sur l'hédonisme matérialiste, le ventre des philosophes. Oui, je pense que c'est exactement ça. Miltiade le sophiste, et Apollinaire d'Hierapolis. Les télévisions, enfin les journalistes sont très friands d'aller interroger des gens à la sortie de son université populaire et qui disent « Ah là là, quand on ressort de là, j'ai vraiment l'impression d'avoir appris quelque chose. » Et ce qui est intéressant, c'est le terme « impression ». C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression d'avoir appris quelque chose, mais on n'a strictement rien appris. Et d'ailleurs, quand on fait des études, on s'aperçoit que souvent les cours les plus féconds, c'est ceux où on a l'impression d'avoir rien appris parce qu'on n'a rien compris. Et on va devoir revenir dessus, etc. Non seulement on n'a rien appris, mais même on a appris à désapprendre. Puisque avec la manière qu'il a de promouvoir un faux savoir, il décourage le fait d'apprendre. D'ailleurs, c'est assez amusant parce que à la fin de votre livre, Jean-Marie Salamito, du coup, il y a une longue bibliographie où vous essayez d'encourager le lecteur à lire 3400 pages sur la vie du Christ publié au Cerf entre 2004 et 2009, ce qui est évidemment un puissant remède à Décadence. Et en fait, je pense qu'on peut même proposer aux gens de lire directement le bouquin sans lire Décadence, en fait, de se passer du poison et de courir à l'antidote. Et comme ça, il y a des pages et des pages où vous expliquez qu'il y a une bibliographie très simple, très abondante, très neuve. Autrement dit, la plupart des livres ont été publiés au XXIe siècle, très facilement accessibles. Ce sont pas des éditeurs Gallimard, Le Cerf. Enfin bref, il suffit de se baisser pour ramasser un véritable savoir. Et vous-même, Rémi Lélian, à la fin de votre propre pamphlet, où vous vous excusez généreusement de ne pas avoir eu la volonté de prendre votre loupe, votre pioche et d'aller creuser du Onfray et d'en examiner les débris, vous proposez, vous aussi, une bibliographie où ceux qui ont envie de mieux comprendre à quel point Onfray est un vide vont pouvoir s'asseoir sur une véritable science avec des gens qui, comme Jean-Marie Salamito, ont exploré Onfray. Donc autrement dit, il y a un effet répulsif chez Onfray qui est que tous ceux qui sont pris dans ces raies, en fait, sont presque perdus à la raison. Et perdus en tout cas au savoir. Peut-être pas à la raison, mais en tout cas au savoir.
On en parlait précédemment. En fait, j'ai malheureusement, pour moi, dû lire beaucoup de livres d'Onfray. J'avoue humblement, j'ai pas tout lu. Il a dû en publier plus de 80. Non, mais nous avons des martyrs autour de cette table. Mais bon, une fois de plus, merci. J'en ai quand même lu une cinquantaine. Une cinquantaine, non mais c'est effrayant de dire voilà. Pendant que Eusèbe de Césarée, combien Eusèbe de Césarée ou Origène ont-ils publié de traités Origène, c'est immense. Il y a à peu près 45 volumes dans la collection Sources chrétiennes et on est loin du compte. Voilà. Bon, donc on ferait encore du chemin à faire pour égaler Origène. Et il y a une chose qui est intéressante, c'est qu'en fait on en sait moins sur Onfray une fois qu'on en a lu 50 que quand on en a lu 2. Parce que les livres s'annihilent les uns les autres. On n'arrive plus à les différencier, surtout que je les ai lus sur une période relativement courte. C'est une espèce de bouillie avec des choses qui reviennent, qui changent, qui se contredisent. Et il y a vraiment un effet lavage de cerveau. Et je comprends d'une certaine manière que des gens qui n'ont pas... Moi, je remercierais toujours le fait d'avoir... J'ai pas fait des grandes études universitaires, mais j'ai une petite formation universitaire. Ça me permet, quand on a une formation universitaire, de repérer quand même, c'est l'absence de bibliographie, par exemple. L'absence dans une bibliographie quand il cite, c'est prégnant dans le traité de la théologie, il va citer un historien qui va dans le sens de sa thèse, mais il faut citer aussi les autres. Donc ça, on le voit tout de suite. Mais quand on n'a pas cette culture-là, quand on n'a pas été dressé de cette manière, si j'ose dire, oui, on se retrouve dans un espèce de magma dans lequel on surnage et dans lequel on se noie, mais qui a ça de très pervers que parfois on a l'impression vraiment de comprendre. Donc du coup, on est dans un espèce d'ambigu. C'est pas Kant. On ouvre Kant, on comprend rien du début à la fin. Donc on sait qu'il va falloir qu'on y passe 3 mois sur 3 pages pour essayer de comprendre. On a le truc, on se dit j'ai rien compris, mais ça je l'ai compris. Du coup, le fait qu'on ait compris une chose, on se dit c'est intéressant. J'ai pu comprendre, c'est valorisant, mais en même temps, il y a plein de choses que j'ai pas compris, donc ça veut dire que c'est dur quand même. Donc, du coup, il y a cette espèce de truc qui, moi, à mon sens, il me paraît à ce niveau-là indestructible. C'est-à-dire que j'ai aucun espoir d'imaginer que tout d'un coup, les lecteurs d'Onfray vont se dire c'est vrai que c'est n'importe quoi. L'économie de son œuvre me paraît parfaitement étanche à toute possibilité de destruction. Vous qui fréquentez les gouffres, Pierre Cormary, est-ce qu'effectivement on a l'impression qu'on ferait cette espèce de piège dans lequel on pourrait baigner dans le liquide amniotique de l'ignorance tout en ayant l'impression de faire partie des élus qui savent ? Oui, mais alors, parce que là aussi, il a une méthode, il est très très malin, Onfray, parce que c'est pour ça que quand on commence à dire, comme vous l'avez présenté, on va essayer de le critiquer, de le blâmer, là on est aussi tous d'accord, mais là Rémi a bien répondu, tout ce qu'on pourra dire sera toujours inutile en fait par rapport à son succès. Parce que il agit en effet comme un sorcier, et il y a une double méthode que Lélian explique vraiment très bien. C'est d'un côté, en effet, il y a l'érudition, le secret, les auteurs que personne ne connaît. Alors là, évidemment, on y croit. On est obligé de croire. Comme lui d'ailleurs dit, oui. je crois. Et à un moment donné, le côté pique de la Mirandole de supermarché, quand même, a un côté un peu exactement. Mais en même impressionnant. temps, il est très très malin parce que il lui arrive de vendre la mèche, de faire semblant, en tout cas, de vendre ses formules. Et alors là, je vais simplement lire, parce que c'est un passage que j'aime beaucoup dans le livre de Rémi, c'est quand, à un moment donné, il dit... donc voilà que c'est un mage qui cache ses opérations, etc. Mais alors donc je lis. Mais un mage, s'il veut renforcer son pouvoir et éviter ainsi qu'on le lui vole, doit savoir céder pour mieux régner en troquant la magie pour une prétendue scientificité. Aussi, parfois il donne sa recette, explique les doses, le temps de cuisson et les divinités primordiales qu'il aura invoquées à tel moment crucial, Ancoli, Sigu, un zeste de mandragore, datura, ajouté après ébullition, puis feu doux à nouveau, enfin prière à tout Atis. Et ça, je crois qu'il y a, c'est le côté Harry Potter de Michel Onfray, et je précise que je suis un grand admirateur d'Harry Potter, qui au moins, en effet, c'est une littérature qui se vend comme telle. Tandis que Onfray, d'ailleurs, vous pourrez écrire des romans, en fait, peut-être c'est sa vocation cachée, au lieu d'écrire des livres de sciences humaines, puisque la philosophie, c'est considéré comme une science humaine. Donc voilà, oui,
oui, pour vous répondre, Onfray, c'est quelqu'un qui fait des tours de magie, mais qui le dit à son lecteur, voilà, et c'est comme ça que je procède. Et là, alors là, on se sent totalement initié, parce que je reviens toujours à mon idée, il y a un aspect sectaire au sens du gourou, du chamam et du totem. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'il déteste autant Freud, parce que Freud, c'est celui qui justement, malgré tout, on peut être contre Freud, mais qui a montré quand même les complexités psychiques de l'homme. Et Onfray n'aime pas la complexité. D'ailleurs, tout à l'heure, on parlait du livre de Monsieur Salamito et Philippe, vous le citiez sur justement la pensée juive. Et Rémi Lélian dit un peu la même chose. Alors, ça aussi, il dit en gros que justement, Onfray n'aime pas du tout la pensée juive. Enfin, il le dit pas exactement comme ça, parce que justement, les juifs sont trop subtils, sont trop nuancés, sont trop équivoques, sont trop hauts. Et Onfray, lui, ne peut agir que dans la bassesse, que dans le littéralisme. Une chose égale une chose. On est dans une tautologie dégénérée avec Onfray. A égale A, il n'y a pas de nuance, il n'y a rien, il n'y a pas de baroque même d'ailleurs pour le coup, parce que moi le baroque, la perle irrégulière, je trouve ça magnifique, c'est totalement opératoire et c'est très érogène, alors que Onfray c'est sec comme un pasteur luthérien. Non, même pas luthérien, je voulais pas dire du mal, mais oui, voilà, enfin, et il y a quelque chose de sec, il y a cette austérité ostentatoire d'ailleurs dont parle Lélian, et donc en effet sa bête noire à un moment donné, ça peut être la pensée chrétienne, mais également la pensée juive qui est toute subtilité et toute divine casuistique. Voilà. Jean-Marie Salamito, d'ailleurs, à un moment donné, vous regrettez le sort que Onfray fait à un dialogue entre un juif et un chrétien, Philion, si je ne m'abuse. Alors, c'est le dialogue entre Justin de Naplouse, qu'on appelle aussi Justin de Rome, parce qu'il a été martyrisé à Rome dans les années 160. Et c'est un dialogue de cet auteur chrétien avec un maître juif qui s'appelle Tryphon, comme le prénom du professeur Tournesol, pour ceux qui connaissent leur classique. Donc, ce dialogue avec Tryphon de Justin, c'est soit un dialogue fictif, soit un dialogue réel, mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est que c'est un ouvrage qui est donné dans Décadence comme un ouvrage, au fond, antisémite, d'une certaine façon, alors que c'est un ouvrage de dialogue extrêmement cordial entre juifs et chrétiens, et qui se termine sur une stabilité de la position de chacun. Le juif reste juif, le chrétien reste chrétien. Simplement, ils se quittent avec la joie d'avoir dialogué en disant qu'ils doivent se considérer comme des amis et qu'ils reprendront le dialogue. Alors, il y a une facilité qui est de dire, comme le dit Michel Onfray, mais il n'est pas le seul, de dire, ben voilà, les juifs restent juifs, voilà, c'est donc une manière de souligner leur entêtement. Mais c'est pas du tout cela, c'est pas du tout caricatural. Alors, j'invite simplement, parce que c'est une lecture tellement rapide à faire, à prendre, par exemple, dans le volume Premiers écrits chrétiens de la Pléiade, le dialogue avec Tryphon et lire la dernière page. Rien que la dernière page nous met en face d'une cordialité réelle entre un maître juif et ses élèves et de l'autre côté un maître chrétien. Et des gens qui prient les uns pour les autres et qui se souhaitent de très bonnes choses les uns aux autres. Donc ce dialogue là au second siècle a existé et cette réussite du dialogue entre dans le livre Décadence dans cette généralité insoutenable d'un antisémitisme chrétien qui est exactement le même de Saint Paul jusqu'au triste moustachu qui prend le pouvoir en Allemagne en janvier 1933. Et il y a une continuité absolue. C'est le même antisémitisme depuis Saint Paul jusqu'à la Shoah. Et en fait, ce qui est fascinant chez Onfray, c'est que le monde doit être simple. Ah, son matérialisme est en fait une vaste entreprise de réduction du réel à une simplicité dont même un enfant se déprendrait, quoi. Donc, et pas de place pour la nuance, pas de place pour la couleur, pas de place pour la coexistence. Il y a juste l'exercice d'une raison ou d'une prétendue raison qui à chaque fois dépouille le réel de ce qu'il appelle des masques et qui sont en fait toutes les qualités du réel, tous les attributs du réel. C'est-à-dire, je vois un chien, je ne veux plus considérer que le nom du chien, et donc si le bulldog et l'épagnol ne sont pas les mêmes, c'est juste que quelqu'un est en train de me mentir. Et donc, le monde sera bulldog ou le monde sera épagnol. Et dire, une fois que j'aurai prouvé qu'il était épagnol, je prouverai qu'il est teckel. Et une fois que j'aurai réduit au chihuahua, j'expliquerai que le chien est inutile. Et donc, on a l'impression que toute l'œuvre d'Onfray est à chaque fois d'arriver à expliquer que les choses sont tellement simples que d'ailleurs, il y a juste besoin
besoin de les sentir et qu'à part lui qui a le droit d'en parler, tout le monde doit se taire et se contenter d'être dans la sensation. C'est-à-dire que cette simplicité qui est caricaturale au sens sans doute le plus fort du terme, cette simplicité est présentée exactement comme le contraire d'un voile posé sur les choses. Elle est présentée comme une révélation de ce qui est tellement simple, tellement évident, qu'on nous a trompés en faisant des tas de nuances et en nous apprenant des tas de choses. Pourquoi distinguer anti-judaïsme et antisémitisme ? Pourquoi, après tout, distinguer controverses religieuses et anti-judaïsme ? Pourquoi distinguer le débat et la haine ? Les choses sont beaucoup plus simples. Il s'agit du même propos depuis la première épître aux Thessaloniciens de l'apôtre Paul jusqu'à Mein Kampf. Si on prend des cadences, sans du tout caricaturer, on voit cette homogénéité, on voit cette simplicité. Et cette simplicité qui passe parce qu'elle est présentée comme une révélation. Ce qu'il faut savoir, et tout le reste est une tromperie. Alors qu'on peut dire que proprement, comme disait Pierre Comrie tout à l'heure, que c'est de la cosmétique qu'il beurre la réalité du voile de sa propre ignorance à lui. C'est beaucoup plus qu'une ignorance encore. Je crois que c'est la volonté, c'est une volonté extrêmement forte d'amalgame. Avec une capacité à mettre tout dans le même sac. Par exemple, c'est quand même un tour de passe-passe extraordinaire que de parvenir à citer une page de Mein Kampf en commençant par « Un catholique allemand du XXe siècle a écrit ». Et une fois que le lecteur a lu les quelques lignes, on lui apprend que c'est dans Mein Kampf. Et donc, ce qu'on retient, c'est Saint Paul, Adolf Hitler, même combat ou même Kampf. C'est l'amalgame dans sa version la plus radicale. Surtout, si je pourrais ajouter quelque chose, parce qu'il y a aussi quelque chose de très dangereux. On parlait de la distinction entre anti-judaïsme et antisémitisme. Il y a quand même eu quelque chose de très courageux de la part de Jean-Paul II, c'est d'avoir reconnu une certaine responsabilité, je pèse mes mots, de l'anti-judaïsme chrétien dans l'antisémitisme nazi, tout en disant qu'il n'avait rien à voir. Et en fait, l'intelligence, c'est ça, c'est séparer des choses, parce que quand on sépare des choses, c'est pas parce qu'on les sépare qu'elles ne sont pas liées. Mais par contre, c'est voir comment il y a une différence et il peut y avoir une identité, et dans ce cas-là, une identité perverse entre un certain anti-judaïsme chrétien et l'antisémitisme meurtrier des nazis. Si on ne fait pas cet effort de distinction, on se condamne à assimiler non seulement l'antijudaïsme à l'antisémitisme, mais surtout à faire que toute personne qui sera anti-judaïque n'interrogera plus son antijudaïsme. C'est-à-dire, et ne se dira plus, mon antijudaïsme pourrait potentiellement être meurtrier, parce que à partir du moment où ils auront compris le poteau rose d'Onfray, ils fonctionneront comme lui, en disant antijudaïsme n'égale pas antisémitisme. C'est-à-dire que le refus de la distinction est mortifère dans l'amalgame, dans un sens comme dans l'autre. Et c'est aussi ça qui est dangereux dans la pensée de Onfray. Et là, ça devient vraiment dangereux, parce qu'on n'est plus du tout simplement dans de la sophistique qui fait plaisir à tout le monde. Il y a peut-être quelque chose, on pourrait dire la seule pensée d'Onfray, quand on commence un peu à tenter de l'explorer, elle devient très très inquiétante. Et d'ailleurs, il me semble que vous le faites, Rémi Lélian, justement, parce qu'à un moment donné, on a l'impression que dans son athéisme ultra militant, enfin totalement intégriste, c'est un athée intégriste, donc dans sa haine du judéo-christianisme, et qui donc est à la fois une haine du christianisme et donc du judaïsme, il y a quelque chose qui, comme disait Philippe Muret dans un texte célèbre qui doit s'appeler Parc d'abstraction, à un moment donné, il disait en gros toute la pensée moderne, eh bien c'est la volonté de liquider le fond culturel juif de l'Occident. Il le dit, je dois avoir la référence. Eh bien, il y a effectivement, et là vous le dites bien dans votre livre, il y a quand même un peu de ça chez Onfray. Il y a quand même l'idée de liquider le fond culturel juif de l'Occident, parce que c'est à un moment donné, si je vous lis, Saint Paul, donc c'est Hitler, les chambres à gaz commencent dans l'Évangile, et en plus Onfray dit que finalement ce sont les Juifs qui sont à l'origine qui ont inventé quasiment l'intolérance et le racisme en religion. Donc donc là il y a quelque chose de beaucoup plus grave finalement.
c'est pas simplement le philosophe de Madame Michu, mais je fais pas de procès à Onfray. Je ne pense pas, par exemple, qu'il soit antisémite, qu'il soit, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose chez lui qui, à un moment donné, est totalement nihiliste. Il y a quelque chose de très, très, très mortifère. D'ailleurs, on va parler aussi peut-être tout à l'heure mais bon, là, je parle un peu dans tous les sens. Mais enfin, voilà, non, comment dire, cet aspect, pour le coup, ce gouffre dont parlait Philippe. Là, c'est le gouffre dont Onfray, cet anti-monothéisme qui flirte avec le pire. Voilà, et pardonnez-moi, juste le temps de passer un petit bobino et nous reprendrons donc sur Radio Courtoisie cette passionnante discussion sur Michel Onfray avec Rémi Lélian et Jean-Marie Salamito. Dimanche 25 juin, à Paris, fête de la courtoisie. À l'espace Champéret, dimanche 25 juin, de 11h à 19h, venez à la rencontre de toute l'équipe de Radio Courtoisie, de ses patrons d'émission et de ses collaborateurs, qui vous invitent à partager ce moment d'intelligence et d'amitié. Vous retrouverez les écrivains qui se sont exprimés à Radio Courtoisie. Ils vous dédicaceront leurs œuvres. Venez compléter votre bibliothèque, venez acheter d'irremplaçables cadeaux aux frais des livres dédicacés. Retenez, dimanche 25 juin, fête de la courtoisie, espace Champéret, 1 place de la porte de Champéret, Paris 17e, accès par la rue Jean Estrécher, métro porte de Champéret. Entrée 5 €. Gratuit sur présentation de la carte d'auditeur ou du reçu de cotisation et pour les personnes de moins de 26 ans. Bonjour chers auditeurs, ou plutôt bonsoir. Vous avez repris le cours de l'émission du Libre Journal de la Réaction, présenté par Philippe Ménard, en compagnie de Gersande Bessède, Pierre Cormary, Rémi Lélian et Jean-Marie Salamito, autour de Michel Onfray, dont nous avons réussi à établir qu'il était un vide, qu'il était raélien, qu'il était ouroboros, qu'il était un menteur nihiliste, et donc vous avez pu comprendre que nous n'étions pas totalement d'accord ni avec l'homme ni avec l'œuvre. Donc Jean-Marie Salamito, auteur de Monsieur Onfray au pays des mythes, aux éditions Salvator, qui va apparaître incessamment, et Rémi Lélian, auteur de La raison du vide, aux éditions Pierre-Guillaume Deroux, élégant petit volume qui reprend vraisemblablement la maquette des collections pamphlétaires des belles lettres ou même de Jean-Jacques Pauvert, où avait été publié ce magnifique ouvrage Lettres au directeur de la Résistance par notre camarade Paulan. Rémi Lélian, Pierre Cormary vous a tout à l'heure poser une question que nous avons tous oubliée, mais dont vous aviez déjà médité la réponse. Sur le refus du monothéisme, et spécifiquement on va dire, le monothéisme abrahamique. Je crois qu'il y a quand même une grande révolution dans l'histoire de l'humanité, qui est, pour parler, alors moi je suis catholique, mais essayons de parler en termes neutres ou athées, c'est-à-dire l'invention du monothéisme et l'invention d'un monothéisme personnel. Ce monothéisme-là, Léo Strauss le dit entre autres, quand il rencontre Athènes, il invente concrètement l'universalité. C'est-à-dire que c'est par une espèce de mouvement dialectique entre ce Dieu personnel qui va choisir. D'ailleurs, je crois que le terme choisi est plus approprié que le terme élu pour parler du peuple juif, qui va choisir un peuple en le distinguant de tous les autres, va par une espèce de jeu dialectique inventer l'universalité et permettre une universalité qui est, pour le coup, l'universalité humaine, pas l'universalité des robots, qui est la possibilité d'être ensemble, tous des hommes, dans la différence. La figure essentielle du judaïsme, c'est ça. Pour moi, en tant que catholique, cette figure du judaïsme, c'est-à-dire cette destinée du peuple juif dans l'histoire des hommes, elle est évidemment radicalisée, portée à son acmé, pour moi, par le christianisme, par l'incarnation du Dieu fait homme, mais toujours est-il que, même si on fait abstraction du Christ, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est celui qui permet techniquement l'universalité. Onfray, à partir du moment où il renonce à ça, se prive de l'universalité. Et c'est pour ça qu'on peut tout à fait trouver des courants, par exemple notamment chez les païens, de refus de l'universalité. Et en refusant l'universalité, il refuse de fait le monothéisme. Ce qui est un peu ambigu chez Onfray, c'est qu'on a envie de lui dire, oui, il faut aller jusqu'au bout. C'est-à-dire et à partir de ce moment-là, il faut refuser l'universalité. Et est-ce que dans ce cas-là, quand il parle de l'homme a encore un sens ?
Jean-Marie Salamito, vous-même, quand vous avez lu Décadence, et est-ce que la manière dont Onfray est inconséquent éclate? Vous relevez, par exemple, à un moment donné, le fait qu'il explique que le Christ n'existe pas, mais après qu'il a prétendument prouvé l'inexistence du Christ, il s'attaque à Saint Paul, et il dresse de Saint Paul un portrait abominable et faux, évidemment, mais où du coup le Christ réussit à réacquérir un peu de substance, c'est-à-dire à proportion que Saint Paul est censé être un misérable, un galeux, un pelé, un chien, du coup le Christ, qui lui au contraire est une espèce de chaman sympa, paraît brusquement avoir droit à une espèce de minimum d'existence réelle. Tout à fait, c'est ce qui est très frappant, c'est-à-dire que dans le chapitre qui est consacré à Jésus, le message de Jésus est parfaitement évacué. Alors que c'était l'une des questions à poser, c'est-à-dire si Jésus n'a pas existé, d'où vient son message, d'où vient la cohérence de son message, d'où vient aussi le caractère percutant de ce message. Donc, oui, quelques milliards de personnes l'ont reçu. Exactement. Et de toute façon, dans l'Antiquité, c'est déjà très, très net comme originalité de message. Alors, le message est évacué du chapitre sur Jésus, mais dans le chapitre sur Paul, où effectivement Paul apparaît comme un personnage absolument abominable, le message de Jésus est cité cette fois, mais uniquement pour montrer que Paul est un traître à ce message. Et la question d'où vient le message de Jésus n'est évidemment pas posée, parce que c'est là qu'il se poserait une question d'origine, et donc, du coup, de la réalité du personnage de Jésus. Mais cette réalité est évacuée. En revanche, un certain nombre de bribes du message servent pour, je le redis, condamner ce personnage de Saint Paul, qui est condamné d'une manière terrible, à la fois sur un plan intellectuel et puis sur un plan physique. Il est absolument dégradé sur le plan physique, sur le plan corporel. Oui, le corps dont Onfray paraît assez satisfait lui-même, et donc son ennemi est lui petit, contrefait, chauve, aux jambes torses. Il en dresse un portrait dont on a l'impression que c'est une caricature d'antisémite 19e. Là aussi, en allant au-delà des textes sur lesquels il prétend s'appuyer. Oui, en déformant absolument le texte, puisque Michel Onfray utilise, parce qu'il a lu évidemment des choses, et il a utilisé les écrits apocryphes chrétiens de la Pléiade, ça c'est certain, il les cite de manière assez précise à certains moments. Donc il les a utilisés, il a fait un travail de documentation sur un certain nombre de points. Et dans les actes de Paul, qui sont un apocryphe du IIe siècle, il y a un portrait de Paul qui se conclut en disant que Paul a beaucoup de charme. Or, le portrait de Paul, des actes de Paul, est cité par Onfray avec une citation tronquée où ce sont seulement les éléments négatifs du physique de Paul qui restent. Mais pour le lecteur qui n'ira pas vérifier la citation, dans ce cas-là, ça apparaît comme la citation d'une source, et c'est quelque chose qu'il faut admettre. Donc c'est ce que vous disiez dans votre livre, Rémi Lélian, voilà, il y a un amalgame et une imprécision, et des imprécisions amalgamées à des amalgames, et en même temps, on voit bien que ce qui guide Onfray, c'est un sentiment, une croyance, une intuition, et qui ne va pas essayer de confronter cette intuition à la réalité, il ne va même pas essayer de la confronter à la réalité intellectuelle des thèses, il va essayer de bétonner cette intuition en rassemblant autour d'elle un appareil de fausse érudition, et surtout en prétendant avoir l'usage de la raison, et d'une certaine manière en prétendant être le seul à avoir l'usage de la raison. Et il déifie cette raison, et c'est sans doute aussi le sentiment de joie de ses auditeurs, c'est qu'ils ont l'impression d'être raisonnables. Dire, au lieu d'être comme nous tous en train d'errer dans un monde un peu pâteux, un peu vaseux, un peu vibrant, où on ne sait pas exactement ce qui se passe, et en tout cas on a l'impression qu'on n'est pas forcément à notre place, non, grâce à Onfray, on tranche de tout, les brouillards se dissipent, le sol est assuré, et la raison va pouvoir nous amener au bonheur raide comme balle, infaillible, cuté devant les vidéos d'Onfray. Au fond, je pense que, enfin, si on en croit ses interventions médiatiques, si on lit ses livres, je crois que c'est quelqu'un qui est absolument pas fait pour la pensée. C'est-à-dire que c'est une brute, mais au sens étymologique du terme, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est ennemi de la nuance, qui est ennemi de la complexité, et peut-être que c'est, si on y réfléchissait bien, un drame de l'école pour tous. C'est-à-dire que j'ai toujours
du mal à comprendre ce que certaines personnes font avec les livres. C'est-à-dire que si on lit pour se conforter dans ce qu'on pense, si on lit pour finir et fermer le livre en disant « voilà, maintenant je sais une chose une fois pour toutes », ça me paraît pas très essentiel et on a beaucoup d'autres choses à faire. On ferait l'avoue en substance. Quand il dit « j'ai peut-être trop lu », je pense qu'il a beaucoup trop lu pour ce qu'il en retire. Et peut-être que, plus que la malhonnêteté, c'est peut-être quelqu'un qui s'est trompé de voie. C'est aussi, je pense, un écho de la misère du monde, si je puis dire. Je pense au recueil qui avait été dirigé par Bourdieu, le recueil d'enquête sociologique, sous le titre « La misère du monde ». Il y a dans ce recueil, qui nous ramène, je crois, aux années 1980 ou au début des années 1990, il y a l'interview d'un étudiant qui a réussi par un passe-droit à se retrouver à la Sorbonne, alors que, visiblement, c'est pas tellement ce qu'il souhaitait, et il se retrouve à suivre des cours qui lui paraissent compliqués, et il a cette phrase extraordinaire: ce qui m'a beaucoup gêné, c'était que nos professeurs étaient des historiens, et moi, je voulais simplement apprendre. Autrement dit, cet étudiant malheureux qui est interrogé, il reproche au fond à ses enseignants-chercheurs d'avoir essayé de lui apprendre à douter, alors que ce qu'il veut, c'est un savoir à apprendre tel quel et à recracher tel quel. Or, je crois que dans notre métier d'enseignant, je le partage avec Rémi Lélian, donc j'essaie d'en parler moi aussi en fonction de mon expérience, mais quotidienne, au fond, de terrain. Dans notre métier, ce que nous essayons déjà d'apprendre aux gens, c'est à supporter une certaine ignorance, à supporter un certain nombre de doutes et à se rendre compte que le savoir est complexe et difficile. Et donc qu'il faut savoir faire des vérifications, qu'il faut savoir douter, qu'il faut savoir faire des confrontations, mais que nous ne leur vendons pas des pilules d'inconscience. Il y a juste un petit détail, c'est je pense que peut-être ce qui a trompé Onfray, c'est qu'il y a quelque chose qui est le verre est dans la pomme, si j'ose dire. C'est quand on fait des études de philosophie, vous savez comment s'appellent les étudiants en philosophie ? Des philosophes. C'est-à-dire que quand on fait des séminaires croisés, on dit « Ah, il y a les philosophes d'un côté ». On ne dit pas des étudiants en lettres modernes, les écrivains. Moi, mes élèves m'assimilent à un philosophe. Et je leur dis non, moi, ma formation n'est pas une formation de philosophe. Il n'y a pas de formation de philosophe. Je suis historien de la philosophie, c'est-à-dire que je sais vous dire ce que dit Platon, ce que dit Nietzsche, dans quel contexte ils le disent, par rapport à leur œuvre. Et je suis, concrètement, ma formation est celle d'un historien spécialisé dans l'histoire de la philosophie. Onfray, je pense, c'est quelqu'un qui, arrivé à la fac, a dû prendre au mot la manière, l'espèce de métonymie par laquelle on désigne les étudiants en philosophie du nom de philosophe. Et je pense que peut-être que c'est ça aussi le problème de la philosophie en France et de la philosophie à l'université, qui est décrédibilisée en tant qu'histoire de la philosophie. Parce que précisément, on se retrouve, et moi, quand j'étais à la fac, il y avait des étudiants qui étaient là, mais pourquoi on ne devient pas philosophe ? Qui supportaient pas qu'on leur explique Kant, parce que Kant c'est compliqué, et qui voulaient, je fais court, mais enfin, ils auraient préféré être dans une académie de Jedi, quoi. Le truc, c'était un peu ça. Donc après, en général, ils disparaissent vers la deuxième année. À mon époque, c'était le DUG, et en maîtrise, il n'y en a plus du tout. Onfray celui qui a réussi à rester. Et il se serait d'ailleurs complètement planté, parce que l'enseignement du Jedi est bien plus compliqué que l'enseignement du kantisme. Évidemment. Mais sans parler de Poudlard aussi, qui était des années d'abnégation et d'entraînement complexe. Vous dites, Rémi Lélian, dans votre livre, que ce qu'il y a de bien avec Onfray, c'est que quand on croit l'avoir saisi, l'avoir mis en défaut, Onfray a, outre son ricanement, outre le fait, avez-vous lu mes livres, donc outre la rhétorique dont on a déjà parlé, je vous cite: il faudrait rire à gorge déployée quand nous entendons notre ami, Onfray, auquel on oppose une conséquence déplaisante de sa pensée, nous dire que cette conséquence, il en fait l'économie et reprendre le cours de ses élucubrations transparentes comme si de rien n'était. Imaginerions-nous un funambule cheminant sans filet par grand vent, si haut au-dessus du sol qu'une chute le tuerait à coup sûr, nous répondre, alors que nous tenterions de le prévenir du risque qu'il encourt à se lancer sur son fil, qu'il pratique, lui, un funambulisme sans filet et sans chute. Que contrairement à ses prédécesseurs qui, eux, n'y ont jamais pensé, il a décidé de proscrire la chute afin de rendre ce sport inoffensif et par là accessible à tous. Alors, c'est très intéressant que vous citiez ce passage, parce qu'il y a un livre... Je vous remercie d'avoir écrit, surtout. Merci. On va arrêter de se remercier. Il y a un livre qui a été écrit, qui est passé un peu inaperçu, qui est un livre que je cite à la fin de mon ouvrage, qui est un livre de Jonathan Sturel, qui s'appelle Contre-histoire de Michel Onfray. Et je le mets en note de bas de page parce que lui dit exactement l'inverse de moi. Mais il a raison, aussi. C'est-à-dire qu'il dit le problème de la philosophie... C'est l'atroce Onfray étant son empire. C'est ça. Et il dit, en fait,
Onfray est quelqu'un qui dit oui, il faut agir en pensant aux conséquences. Et Jonathan Sturel démontre que, en fait, si on pense systématiquement aux conséquences, on ne peut plus agir, on ne peut pas faire de morale si on dit comment on peut prévoir, etc., etc. Mais d'un autre côté, et c'est ce que je dis, Onfray, quand on lui dit mais si vous faites ça, par exemple dans son livre Les féeries anatomiques, c'est particulièrement frappant. Il dit oui, il faudrait essayer ça, la génétique, etc. Et comme si tous les gens qui travaillaient sur la génétique, tous les chercheurs ne se posaient pas, et les comités d'éthique ne se posaient pas les questions que telle manipulation du génome humain pourrait apporter, et les choses catastrophiques éventuellement que ça pourrait apporter. Il dit mais on n'a qu'à dire qu'on ne le fera pas. On n'a qu'à dire qu'on ne vendra pas des cellules humaines. On n'a qu'à dire que on n'avortera pas les enfants sous prétexte qu'ils ont les yeux bleus ou les yeux marrons. On dit qu'on fait pas ça et du coup il n'y a plus aucun risque. Sauf que la question c'est pas de dire qu'on fera pas ça, c'est qu'on dit toujours qu'on fait pas le mal. Mais la nature humaine est faite de telle manière qu'elle le fait. Donc un comité d'éthique, c'est des gens qui se disent oui, on pourrait choisir de ne pas faire le mal, mais est-ce que le jeu en vaut la chandelle ? Onfray dit disons qu'on ne fait pas le mal. Mais vous le dites très très bien. En fait, le credo d'Onfray, à un moment donné, et c'est en ce sens qu'il est vraiment l'incarnation du post-moderne, proscrivons les vicissitudes humaines et tout ira bien. Ça, c'est ça, Onfray. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que lorsqu'il parle, parce que j'aime beaucoup aussi le moment du funambule sans filet et sans chute que vous avez cité, Philippe, parce que c'est exactement là où nous amène Onfray. C'est-à-dire, en effet, une décadence et un tragique bon marché. Et c'est là, il y a quelque chose de grave par rapport à son lectorat. C'est-à-dire qu'il y a quand même un foutage de gueule. Parce que pour le lectorat, la fin du monde, puisqu'il passe son temps à dire que les civilisations sont mortifères, qu'on va tous disparaître, mais il dit ça comme on pourrait dire il pleut. On meurt chez Onfray, c'est comme il pleut. Il n'y a pas justement de conséquences. On s'en fout complètement. Et pour quelqu'un qui est un minimum sensible et qui essaye justement d'apprendre et qui est de bonne volonté, qui va ouvrir des cadences, soit il est totalement hypnotisé, anesthésié par ce que dit Onfray, soit effectivement il le prend au sérieux et alors ça peut véritablement l'angoisser et un peu le ravager. Mais pour Onfray, la tragédie de l'existence, c'est quelque chose de cool, ça va de soi. D'ailleurs, vous avez une excellente expression, c'est qu'en fait, Oedipe est heureux. En fait, la tragédie, c'est cool. L'apocalypse, c'est formidable. C'est voilà. Rome va être détruit, mais de toute façon, notre bien-être, c'est le plus important. Et si on a encore quelques heures à être heureux, à être joyeux d'ailleurs, à tourner en rond. Eh bien voilà. Donc il y a l'Oedipe est Oedipe est heureux. La tragédie est cool. Et Don Juan ne va jamais en enfer. Disons que il pourrait dire tout ça. Il pourrait dire, j'ai vu là il y a cette semaine ou il y a 2 semaines, enfin je sais pas parce que c'était sur internet, donc peut-être que je me trompe dans les dates, mais il y a des comics sur Canal+, je goûte pas particulièrement Canal+, qui avait fait un truc de résumé de décadence et qui abordait des gens dans les rues d'Argentan d'où vient Onfray, et spécifiquement des femmes en disant voilà, on a lu Michel Onfray, tout est foutu, on baise. Je trouvais que c'était assez résumé, voilà. C'est-à-dire que on peut faire l'économie de décadence, tout est foutu, essayons de baiser tant bien que mal. Et ça marchait ? Non, ça marchait pas des masses. Donc Onfray n'est pas opératoire. Non, Onfray, qui est un ouroboros raélien, est en plus un philosophe non opératoire. Ça le condamne peut-être plus sûrement que tout le reste. Mais donc ça s'arrête là. La question, c'est pourquoi employer le terme tragique ? Parce qu'il pourrait tout à fait dire ça. Il pourrait tout à fait dire on va mourir, c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Tant qu'à faire, qu'est-ce qui nous reste comme temps ? Et profitons de ce temps-là. Mais c'est pas le tragique. Le tragique, c'est précisément Oedipe. C'est quand on est réduit à une situation. Enfin, le tragique, c'est être coincé entre 4 planches. De quel côté qu'on se retourne, l'horizon est fermé. Donc on n'a plus, passez-moi l'expression, on n'a plus la possibilité de baiser, entre guillemets, quand on est dans la posture tragique. Je propose que nous filions une autre métaphore pour le reste de l'émission. C'était celle des... et puis après, c'est celle d'Onfray aussi. Donc il emploie le terme tragique parce que c'est sûr que ça fait plus sérieux. C'est sûr que tragique, tout d'un coup, vous prononcez le mot tragique. Moi, je regarde les choses en tragique. Vous imaginez, enfin, Sophocle. On est dans Sophocle. Sophocle et Nietzsche. Enfin, Nietzsche qui était un. Moi, en me levant, je regarde les choses en tragique, monsieur. Voilà. Et donc après, ne démoralisez pas mon tragique. C'est ça, on ferait. C'est ça. Après, est-ce qu'il peut faire du mal aux gens ? J'ai une anecdote qui illustre bien la dangerosité d'Onfray sur son public.
À l'époque, c'est à nouveau le programme de la Greg, mais quand je tentais vainement de passer la Greg, il y avait les stoïciens. Et je vais acheter le volume dans la collection Tel des stoïciens, et il y avait une pauvre dame qui ramenait le volume en disant « J'ai acheté le volume parce que j'ai écouté les cours de Michel Onfray, et j'ai lu les stoïciens, et enfin j'ai commencé à ouvrir, et c'est pas du tout ce qu'il racontait. » Effectivement, la pauvre dame, elle s'est retrouvée face à Chrysippe, donc elle comprenait rien. C'est-à-dire que Zénon d'Élée, etc., elle était complètement paumée. Et ça illustrait la manière dont Onfray permet aux gens d'accéder à la philosophie, quoi. C'est-à-dire que après lui, ils vont pas lire les stoïciens, effectivement, quoi. Bon, vous écoutez Radio Courtoisie, où nous sommes en train d'assassiner Onfray lentement et avec bonheur, grâce à Jean-Marie Salamito, auteur de Monsieur Onfray au pays des mythes, Réponse sur Jésus le christianisme, qui va paraître aux éditions Salvator, et à Rémi Lélian, auteur aux éditions Pierre-Guillaume de Roux, de Michel Onfray, La raison du vide. Quand on parle de la nocivité de Onfray, à la fin de votre livre, Jean-Marie Salamito, vous dites qu'en abandonnant la position de l'historien qui est la vôtre pendant 150 pages, où vous sans méchanceté, et donc contrairement à la plupart d'entre nous autour de cette table ce soir, vous démontez les mensonges d'Onfray, vous expliquez les faiblesses de sa pensée, vous montrez les forgeries qui sont les siennes, et à la fin vous lui faites quand même un reproche en lui disant que à s'acharner ainsi contre le christianisme, contre cette religion des pauvres, des humbles, des exclus, qu'en tant que Nietzschéen il méprise sûrement au moins autant que l'hôtesse de l'air, dont il a éprouvé le besoin de dire à la télévision à quel point elle était moche, vous lui dites, mais voilà, ces gens-là, qu'est-ce que vous leur offrez avec votre athéisme de pacotille, et surtout, qu'est-ce que vous leur enlevez avec votre antichristianisme infondé, mais virulent et convaincant? Oui, ce que je voulais essayer de faire percevoir, éventuellement, l'espoir fait vivre. Oui, parce que donc ces dernières pages sont une adresse directe à Michel Onfray. C'est adressé à Michel Onfray, oui, d'une manière, je dirais, avec une certaine fraternité, quoi. L'idée qu'on puisse se parler, simplement se parler. J'essaie de l'inviter à mesurer les conséquences d'un certain nombre de ces affirmations. Je pensais, si vous voulez, déjà, une chose que j'ai pas osé écrire, c'était tout ce que ces pages sur le christianisme pouvaient susciter comme haine chez les chrétiens. Je me suis mis à imaginer à un moment, alors que je décortiquais Décadence, une personne qui ignorerait tout du christianisme et qui se fierait entièrement à ce livre. Je pense que cette personne refermerait ce livre en disant « mais au fond, les chrétiens, c'est comme les nazis ». Donc ils sont absolument détestables. Alors j'imagine après cette même personne qui entend aux actualités que des chrétiens d'Orient se font massacrer ou partent en exil, peut-être que cette personne-là sera amenée à se dire, eh bien au fond, peu m'importe, de toute façon c'est des salauds. Les chrétiens apparaissent dans ce livre comme des cons et des salauds. Dans la bibliographie, ils sont tous, les premiers chrétiens sont tous des cas pathologiques. Voilà. Donc il y a quand même un potentiel d'incompréhension frôlant la haine qui peut être dégagée de ce livre, qui peut naître chez certains de ses lecteurs. Et donc je voulais appeler à une certaine prudence. C'est une prudence qui paraît manquer à une partie de ceux qui relaient Onfray. Vous disiez tout à l'heure, Pierre Cormary, qu'il nous est tous arrivé de lire Onfray et de se dire voilà un argument qui est bien envoyé, et effectivement, si nous sommes contre l'idéologie LGBT, la maxime que vient de frapper Onfray sonne bien, trébuche bien, et donc autant l'envoyer dans la face des autres, et c'est ce que vous dites aussi, Rémi Lélian, dans votre livre. Et donc, répondez-moi tous les deux, il y a une espèce, dans la dissidence, dans ceux qui prétendent être contre le système, une espèce d'amour d'Onfray qui ne questionne jamais d'où Onfray parle. Et donc, il suffit que l'argument paraisse bon pour qu'on l'emploie sans se dire en fait que le venin intrinsèque à Onfray risque d'empoisonner aussi ce qu'on essaye de tirer de ce qu'il dit comme argument. Vas-y. Parce que d'accord. Allez-y. Parce qu'en fait, je pense que là, on est dans autre chose. On est dans le militantisme politique. C'est-à-dire qu'on est dans l'idéologie, donc ça sert la cause. Pourquoi pas? Et ce qui fait que quelqu'un d'extrême gauche peut tout à fait être d'accord avec Onfray, quelqu'un d'extrême droite peut être d'accord avec Onfray, quelqu'un du centre peut être d'accord avec Onfray, et c'est la grande force d'Onfray. La question, c'est que à partir du moment où on s'acoquine avec Onfray, à partir du moment où on commence à lui donner une crédibilité, il faut pas s'étonner
Déjà, je pense que la personne soit ingrate. C'est quand même le type qui, le lendemain d'avoir fait la couverture d'Éléments, insulte Éléments. C'est-à-dire que, donc après, il paraît qu'il s'est excusé, etc. Mais le premier mouvement est le bon. Et ensuite, il ne faut pas s'étonner de se retrouver avec la contagion de la nullité de la pensée d'Onfray. C'est-à-dire que si on fait de n'importe qui, d'ailleurs, qui pense mal, parce qu'il pense vraiment mal, en fait, c'est vraiment du vide. Quand on participe au vide, en général, on ne lui donne pas du plein, on donne du vide. Donc c'est le risque là, et là je pense qu'on touche aux limites, ce dont j'essaye de parler un peu dans mon livre, de l'idéologie en tant que ennemi peut-être structurel ou dégénérescence de la pensée en tant que telle. On pourrait paraphraser Nietzsche, et de même que celui qui regarde l'abîme aussi le contemple, celui Exactement. qui cite Onfray, le vide va bientôt le happer. Et est-ce que vous auriez encore une parole un peu définitive, soit pour louer Rémi Lélian pour son excellent ouvrage, donc Michel Onfray, La raison du vide, soit pour accabler encore un peu Onfray? Ouroboros-Raëlien, à mon avis, n'allait pas assez loin dans la déconstruction. On a fait effectivement le tour là, le tour on a fait la circularité là d'Onfray, mais pour revenir à cette idée, parce que vous avez commencé par là, quand Onfray effectivement insulte une hôtesse de l'air en disant qu'elle n'est pas jolie mais que c'est formidable, etc., c'est là où peut-être il y a sa vérité, c'est-à-dire que l'hyperboréen se révèle bidochon, en fait, et c'est aussi ça peut-être le secret de Michel Onfray, c'est peut-être en effet c'est la bidochonnerie de la pensée, parce qu'effectivement après moi, c'est marrant parce que justement dans l'article que j'avais écrit il y a des années, j'avais appelé Michel, je l'avais appelé, enfin c'est pas moi qui l'appelle comme ça, beaucoup de gens l'ont appelé comme ça, mais ça lui va très très bien. C'est Michel Homais, hein. Alors Homais évidemment, c'est le pharmacien positiviste de Madame Bovary et qui passe son temps justement à critiquer la religion, la tradition, etc. au nom d'arguments totalement bétail. Alors il y en avait quelques-uns, là c'est du Flaubert, mais à un moment donné, j'ai cette phrase extraordinaire, il rappelait la Saint-Barthélemy à propos d'une allocation de 100 francs faite à l'église. Onfray est un peu comme ça, c'est-à-dire qu'il va donner des et c'est pour ça que il peut avoir un public naïf où il va essayer de flatter les préjugés ou le bon sens grossier. Par exemple, son Freud, à un moment donné, enfin ses arguments, c'est de dire en fait il faut pas lire Freud parce que Freud était cocaïné. Alors vous vous rendez compte, ma bonne dame, un homme drogué, mais on peut pas lire un penseur qui se drogue, on peut pas faire confiance à quelqu'un qui a couché avec sa belle-sœur, enfin, je veux dire, et il y a quand même ça et ça, en effet, quelqu'un qui n'a pas accès à Freud va dire, bah oui, tout en disant peut-être en même temps, moi je me demande au fond, il faudrait, parce que là, je me demande au fond comment, ce que pensent exactement les lecteurs d'Onfray. C'est-à-dire que je pense que ils aiment ça, mais ils n'ont pas forcément comment dirais-je, je ne sais pas s'il y a un impact Onfray réellement, parce que tout à l'heure on a évoqué les dissidents, où on parle. Alors on peut ne pas être d'accord avec les dissidents, mais enfin les dissidents, il y a des gens qui s'engagent, qui ont une cohérence philosophique ou politique qui est la leur, et qui peuvent véritablement qui peuvent influencer du monde. Est-ce que Onfray, même s'il est lu, même si ses livres sont des best-sellers, est-ce qu'il influence le monde? Je pense qu'il influence le monde de manière très très superficielle, parce que je ne vois pas des Onfrayens en combat, moi je ne vois pas des gens qui viendraient défendre la grande pensée de même Bernard-Henri Lévy, et on peut penser tout ce que l'on veut de Bernard-Henri Lévy, mais même Bernard-Henri Lévy, il a une configuration politique qu'on connaît, qui est celle qui est là, enfin je vais pas rentrer là-dedans, mais qui effectivement qui est la sienne. On peut le lire, il y a quelque chose qui existe. Chez Onfray, comme rien n'existe, à un moment donné, je ne vois pas des hordes d'Onfrayens
vient nous attendre à la sortie du studio en disant vous avez insulté notre idole. Je pense que les gens s'en foutent en fait. Alors qu'il y a eu, puisque là on avait parlé il y a quelques émissions de Welbeck, de Dantec, il y a des Welbeckiens, il y a des Dantekiens, il y a des gens qui mais voilà qui s'engagent dans une pensée ou dans une littérature ou dans une philosophie, alors que personne ne s'engage chez Onfray. Et d'ailleurs, là aussi, Rémi Lélion le dit à un moment donné, il a l'impression de je sais pas où, Onfray ne blesse personne, dites-vous à un moment donné. Il fait semblant de polémiquer avec tout le monde, alors qu'en fait, il ne blesse personne. Il n'a pas d'ennemis. Alors si, peut-être Elisabeth Roudinesco quand il a attaqué le Freud, d'accord, mais à part ça, c'est quelqu'un qui, on est loin des grands duels politiques ou philosophiques entre un matérialiste extraordinaire et un spiritualiste génial. On ferait au fond finalement, et là effectivement oui, on est encore dans Ouroboros, il finit par se mordre la queue, le malheureux Onfray. Il tourne en rond. Voilà, et on commence à tourner en rond d'ailleurs en fait. Moi j'ai plus rien à dire sur lui. Alors c'est parfait. On peut peut-être. Non, mais c'est bon. Merci Pierre Cormary, vous avez apporté Don Giovanni. Je ne sais pas si nous aurons le temps de l'écouter. Ça dure 1 minute 22. Voilà, 1 minute 22. Voilà. Et ça correspond. Et voilà. Donc si jamais voilà. Donc, peut-être marquons une courte pause d'1 minute et 22 secondes pour écouter Don Giovanni, et après nous parlerons un tout petit peu vocabulaire en partant d'ailleurs de ce que Onfray ne comprend pas. C'est l'air du champagne, bien sûr. Écoutez Don Giovanni, et effectivement de nous avoir lavé l'esprit d'une partie de ce qu'Onfray aurait pu y mettre. Jean-Marie Salamito, à un moment donné, vous dites: un concept ne rit pas, dit encore notre philosophe en parlant de Jésus. Certes, il ne pleure pas non plus. Or, à lire les évangiles canoniques, on découvre la sensibilité de Jésus. Celui-ci admire la foi d'un centurion romain, il a pitié des foules. Le verbe grec employé ici en d'autres endroits par les évangélistes à propos de Jésus, c'est splanknitzestai, construit à partir du nom splankna qui signifie viscère. En somme, Jésus a pitié des foules en ses entrailles, leur misère le prend aux tripes. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de ce Jésus à travers ce livre que vous venez d'écrire ? Alors, ce que j'ai voulu, c'est reprendre systématiquement, de manière vraiment exhaustive, les arguments ou les prétendus arguments de décadence contre l'existence de Jésus. Et notamment cette obsession de montrer un Jésus parfaitement vide, purement symbolique et inodore, sans saveur et justement sans tripe, sans aucune sensibilité. Or, j'ai simplement repris, si vous voulez, j'ai relu au fond les 4 évangiles en me disant, je vais y rechercher tout ce qui renvoie au corps précisément de Jésus, à la sensibilité de Jésus, aux émotions de Jésus, aux souffrances de Jésus, aux réactions très humaines de Jésus. Or, c'en est plein et j'ai donné un certain nombre d'exemples. Alors, ce qui est important ici, c'est quand même de ne pas perdre le contact avec la réalité. Or, la nocivité d'un livre comme Décadence ou de certains propos tenus dans les médias face à des journalistes qui acquiescent comme si on venait de leur faire une révélation, c'est que quand même, le mythe d'une non-existence de Jésus apparaît, après tout, tiens, comme quelque chose d'intéressant. Tiens, on n'y avait pas pensé. Ah tiens, il y a donc des arguments et il y a un certain nombre de gens qui vont se poser des questions. Il y a des bons cathos qui se demandent s'ils doivent lire Michel Onfray et si ça doit les interpeller, comme on disait dans les années 1970. Donc la nocivité existe et spécialement sur ce point crucial, c'est le cas de le dire, je fais un mauvais jeu de mots, de l'existence de Jésus, de cette réalité historique de Jésus. C'est au fond assez facile de dire aux gens, ce que vous avez pensé comme évident, et ce qui est évident, non, en fait, c'est pas ça. Et si des médias, après tout, le disaient, oui, c'est une espèce de révélation, et comme on est dans un monde un peu complotiste, oui, on vous a dit on vous a fait croire depuis tant de générations que Jésus existait, non, moi je vous dis qu'il n'a pas existé, et il y a toujours des gens qui vont écouter au moins une partie de cela. Ça, sur le plan strictement historique, je ne parle pas de la foi en Jésus comme homme et Dieu, sur le plan strictement historique, ça me paraît une défaite de la pensée, ça me paraît une régression de l'intelligence.
Merci Jean-Marie Salamito. Je rappelle, vous avez écrit Monsieur Onfray au pays des mythes aux éditions Salvator, Jean-Marie Salamito. Bientôt dans les bacs, comme on disait auparavant, en tout cas sur les rayons. Pierre Cormary, est-ce que, après nous avoir charmé grâce à John Giovanni, est-ce qu'il y aurait, comme il est de coutume dans ce journal, un mot rare, un mot précieux ou même un mot juste normal que vous aimeriez livrer aux auditeurs de Radio Courtoisie? Bouillabaisse, hêtre, sorbier, ouroboros, Raël. J'ai déjà parlé de Ouroboros, de Raël. Là, je sèche, mon cher Philippe. Alors, dans ce cas-ci, je me tourne vers Rémi Lélian. Est-ce qu'il y a un mot au nom de la défense de la langue française à laquelle nous sommes attachés ici, que vous aimeriez livrer aux auditeurs de Radio Courtoisie? En forme de conclusion, je dirais que l'espèce de gongorisme de la pensée qu'on ferait ne doit pas dissimuler le vide qui l'anime. Parfait, gongorisme. Gerson, vous-même, un mot? Non, je voilà. Alors, je demanderai juste pour le plaisir, en 10 secondes, que vous nous disiez, Jean-Marie Salamito, d'où vient le mot cimetière? Ah, ça c'est juste pour le plaisir, enfin, si j'ose dire. Non, c'est que cimetière, évidemment, en français, comme en italien, ça vient du latin coimeterium, qui est tout simplement la transcription d'un mot grec qui est koimeterion. Or, koimeterion, en grec classique, désigne un dortoir, désigne un lieu où on est plusieurs à dormir. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les chrétiens ont pris ce mot qui désigne un lieu où dorment des vivants, pour parler du lieu où ils mettent leurs morts, parce que leurs morts reposent dans l'attente de la résurrection. Autrement dit, chaque fois que quelqu'un parmi nous prononce le mot cimetière, en réalité, il prononce un mot d'origine chrétienne dont l'étymologie inclut la foi et l'espérance en la résurrection. Voilà le genre de véritable érudition que vous pourrez trouver dans le livre de Jean-Marie Salamito. Je vous rappelle donc Michel Onfray, La raison du vide, Rémi Lélian aux éditions Pierre-Guillaume Duroux. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Vos 2 livres sont palatables, car c'est mon mot à moi, palatable, c'est-à-dire délicieux au palais. Et je vous donne rendez-vous le 30 mai pour parler, comme d'habitude,